L'affaire d'aujourd'hui nous plonge dans la seconde moitié du 19e siècle. Alors, installez-vous confortablement pendant que nous retournons en Angleterre. C'est là que Georgina Moore a vu le jour, le 2 juillet 1874, à Londres. Elle était la deuxième enfant de M. Stephen Moore, de son épouse, Elizabeth. Monsieur et Madame Moore avaient quitté le Devon pour s'installer à Londres en 1866, afin de profiter des nombreuses opportunités qu'offrait la capitale. C'était une décision pour le moins courageuse, car il ne connaissait personne dans la grande ville, mais Monsieur Moore était un menuisier talentueux, et il ne tarda pas à trouver un emploi. Georgina était une enfant charmante, toujours ravie d'aller à l'école. L'enseignement gratuit était devenu plus accessible suite à la loi sur l'éducation de 1870, qui rendait la scolarisation obligatoire pour les enfants âgés de 5 à 12 ans. Les autorités locales avaient pour mission de créer et d'entretenir des écoles et de garantir un accès universel à l'éducation. Durant l'été de 1880, la famille déménagea dans une maison située au 105 Winchester Street à Pimlico. Il s'agissait d'un quartier plutôt aisé, réputé pour son architecture géorgienne élégante et sa proximité avec des sites emblématiques tels que le palais de Buckingham. Ces rues grouillaient d'une activité mêlant le résidentiel et le commercial, avec de grandes maisons de ville et des marchés animés. Cependant, malgré cela, Pimlico abritait aussi des poches de pauvreté qui côtoyaient ces zones plus prospères. Cela mettait en lumière les contrastes de la vie urbaine victorienne. La famille Moore vivait dans l'un des quartiers les moins favorisés. Le matin, mardi 20 décembre 1881, Georgina Moore, alors âgée de 7 ans, parcourut la courte distance qui la séparait de l'école de l'église méthodiste libre unie, sur Westmoreland Street. C'était une enfant vive et intelligente, réputée pour sa bonne conduite et sa ponctualité. Elle était également très appréciée de ses camarades de classe. À midi et demi, après les cours du matin, les enfants avaient une pause pour le déjeuner. Georgina est donc allée voir sa mère, qui rendait visite à une amie dans Westmoreland Street. Elle y resta près d'1 heure avant de reprendre le court chemin de l'école. Toutefois, à la fin des cours, Georgina n'est pas rentrée. À 4h30 cet après-midi-là, madame. Moore commença à s'inquiéter. Il n'était pas dans les habitudes de Georgina d'être en retard pour le goûter. Madame Moore se rendit donc à l'école pour y chercher sa fille. Mais à sa grande consternation, l'informa que Georgina n'avait pas assisté au cours de l'après-midi. L'inquiétude de Madame Moore monta alors d'un cran. Elle eut le pressentiment qu'un malheur avait pu arriver à sa fille. Elle se précipita au poste de police, où elle fut accueillie par l'officier de service, qui lui suggéra que sa fille était probablement allée chez une des amies. Malgré son apparent manque d'empressement, il fut convenu que des agents seraient dépêchés pour inspecter l'hôpital local, les hospices et d'autres lieux publics, où une enfant aurait pu être emmenée en cas d'accident ou si on l'avait trouvée errante dans les rues. Malheureusement, ces efforts se révélèrent infructueux pour retrouver la fillette disparue. À la tombée de la nuit, l'inquiétude se propagea rapidement dans tout le voisinage, incitant les voisins à participer aux recherches. Mais il n'y avait toujours aucune trace d'elle. Une enquête fut ouverte, dirigée par l'inspecteur Henry Marshall de la brigade criminelle de la police. Il était connu pour son tempérament calme et assura aux parents rongés par l'angoisse que toutes les pistes seraient explorées avec la plus grande énergie. Le signalement de la jeune fille fut diffusé dans la presse. Elle était décrite comme étant grande pour son âge, avec un teint clair, des cheveux blonds coiffés d'une frange et de grands yeux bleus. Elle portait une robe bleu foncé ornée de 2 ranges de boutons noirs, un chapeau de paille blanc garni d'un ruban de velours bleu et des bas tricotés d'un bleu marine, ainsi que des bottines à boutons. L'inspecteur se pencha sur le passé de monsieur Stephen Moore et de son épouse, Elizabeth, mais chaque témoignage recueilli les dépeignait comme un couple honnête et travailleur, apprécié de tous ceux qui les connaissaient. Les jours s'écoulaient sans le moindre signe de Gaïna, et le désespoir commençait à s'installer. La communauté. Ses parents vivaient le calvaire de ne pas savoir ce qui était arrivé à leur enfant. Même en pleine période de Noël, au milieu de l'agitation des fêtes, leur foyer paraissait vide, privé des éclats de rire et de la douce chaleur Georgina y avait autrefois insufflé. Pourtant, il s'agrippait à l'espoir de la revoir saine et sauve. Le voisinage tentait d'apporter son réconfort. Parmi eux, il y avait une certaine Madame Esa Pei,
une connaissance, habitait non loin de l'école de Georgina. Elle entretenait un lien particulier avec la famille, car monsieur et madame Moore lui avaient autrefois loué des chambres. Madame Pay se rendait fréquemment chez madame Moore, au 105 de la rue Winchester, pour s'enquérir des nouvelles de Georgina. Toutefois, en dépit de la bienveillance et de la sollicitude de madame Pay lors de ses visites, madame Moore avait l'intuition que quelque chose clochait chez elle. Une récompense fut offerte par le secrétaire d'État ainsi que par un riche voisin du nom de monsieur Ingram, mais le silence radio persistait quant à la localisation de la fillette. Cependant, des bruits avaient commencé à se répandre. On racontait que madame Pay aurait été aperçue avec l'enfant disparu le jour même de sa disparition. Ces rumeurs finirent par atteindre l'inspecteur Marshall, ce qui le poussa à approfondir son enquête. En janvier 1882, il se présenta à la résidence de madame Pay pour l'interroger sur cette affaire. Mise face aux rumeurs, madame Pay maintint qu'elle ne savait absolument rien de la disparition de la petite Georgina, âgée de 7 ans. Moore. 4 semaines plus tard, dans l'après-midi du 1er février 1882, un marinier, du nom d'Alfred Pinhorn, manœuvrait sa péniche sur la rivière Medway, en route pour la ville de Tunbridge. En approchant de l'écluse de Hampstead, non loin du village de Yalding, il fit une découverte effroyable lorsque sa gaffe heurta un obstacle solide au fond de l'eau. Il la remonta vivement et découvrit avec horreur que le corps d'une fillette était empalé sur la pointe métallique. Avec le concours de son coéquipier, un certain monsieur Swain, monsieur Pinhorn parvint à récupérer délicatement la dépouille hors de l'eau et à la déposer sur la péniche. C'est alors qu'il remarqua un bout de fil de fer, solidement enroulé autour de la taille de la défunte, ainsi qu'une brique portant l'empreinte d'une couronne et les lettres T, Y, N, E. Pris d'une vive angoisse, monsieur Pinhorn accosta sa péniche à Yalding et fit mander le connétable du coin, qui ne tarda pas à arriver. Lorsque le regard de l'agent se posa sur le corps inerte, une prise de conscience glaçante le saisit. La tenue de la fillette présentait une ressemblance frappante avec la description des vêtements que portait la petite disparue de 7 ans, Georgina Moore. Une question restait néanmoins en suspens. Comment son corps avait-il pu échouer dans les eaux de la Medway, près de Yalding, à une distance de quelques 35 miles de son domicile? La police de Pimlico fut alertée et, en compagnie du père de la fillette disparue, un agent se rendit à Yalding. On demanda à M. Stephen Moore d'identifier la dépouille. À cet instant, pires craintes se confirmèrent. La petite fille découverte dans la rivière était bel et bien sa fille chérie. Anéanti par le chagrin, le choc initial de M. Moore laissa place à une peine immense, lui confirmant l'effroyable réalité que sa précieuse enfant était partie pour toujours. Une partie du mystère venait d'être élucidée par l'inspecteur. Marshall était résolu à découvrir qui avait perpétré ce crime des plus terribles. Il y avait une étrange coïncidence. Madame Espey, à qui l'inspecteur Marshall avait déjà parlé, et qui résidait dans la même rue de Pimlico, où la défunte enfant avait été scolarisée, logeait maintenant dans le cottage de ses parents, dans le village de Metalstead, tout près de Yalding. La propriété était assez isolée, à seulement 650 yards de la rivière. L'inspecteur est allé parler à nouveau à madame Espey. Il se souvenait que lors de leur précédent entretien, il l'avait trouvée, plutôt sur la réserve et fuyante. Elle a maintenu qu'elle ne savait rien des événements qui avaient mené à la disparition et à la mort terrible de la jeune enfant. Néanmoins, un policier a été chargé de fouiller sa chambre et a fait des découvertes troublantes. Parmi elles, un sac contenant un exemplaire de journal avec un portrait de la fillette disparue. Il y avait aussi un morceau de papier portant ce qui semblait être des taches de sang. De plus, l'intrigue s'est épaissie avec la découverte d'une lettre écrite par madame Espey à monsieur Moore. Son contenu laissait entendre qu'à une certaine époque, ils auraient pu être assez proches. Forte de ces preuves, l'inspecteur Marshall a arrêté madame Espey et l'a escortée à Londres. Le lendemain, une enquête a débuté au tribunal de police de Westminster devant le juge Partridge. Il a été établi que la jeune fille était morte avant même d'entrer dans l'eau. Cependant, les circonstances exactes entourant la fin prématurée de Georgina demeurent nimbées d'incertitude,
et les enquêteurs ne savent pas si elle a connu son sort dans les rues animées de Londres ou dans la campagne. Sereine, de Yalding. Bien sûr, Madame Espey a nié toute implication, le meurtre. Des rumeurs circulaient sur l'observation récente d'une enfant avec une femme mystérieuse à la gare de Paddock Wood qui se trouvait près de Yalding. Cependant, il semblait assez improbable que ce pût être Madame Espey avec Georgina, en raison de l'état de décomposition avancé du corps de la petite fille lorsqu'elle a été retrouvée, et l'on pensait également qu'elle avait séjourné dans l'eau pendant un certain temps. L'enquête a été ajournée pour que la police puisse effectuer de plus amples investigations. Elle a repris le mercredi 8 février 1882. Les médecins ont confirmé que l'enfant était morte par strangulation, puis avait été attachée à un poids et placée dans l'eau pour qu'elle coule. Il a été rapporté que Madame Espey avait quitté sa maison le 20 décembre à 13h15 et n'était rentrée que très tard. Une vérification des horaires de train a confirmé qu'elle aurait facilement pu se rendre à Yalding, assassiner l'enfant, puis rentrer chez elle plus tard dans la nuit. Alors que l'enquête se poursuivait, l'inspecteur Marshall a révélé des détails convaincants. Il a raconté comment, durant le trajet de retour de Yalding vers Londres, Madame Espey avait insisté pour avoir la présence de Monsieur Moore dans leur compartiment. Il a ajouté qu'elle avait fait des remarques insinuantes, suggérant potentielle implication de Monsieur Moore dans le meurtre de sa fille. Selon l'inspecteur, Madame Espey aurait dit « Eh bien, ne soyez pas surpris s'il prend la fuite, et vous verrez alors le principal coupable s'évanouir. » Un garçon de 7 ans qui connaissait Georgina Moore a déclaré au tribunal qu'il l'avait vue avec une dame le 20 décembre. Quand on lui a demandé s'il pouvait identifier la dame, le jeune garçon a désigné Madame Espey. À ce moment-là, de nombreuses rumeurs circulaient sur la prétendue liaison amoureuse de Monsieur Moore, son implication avec Madame Pay. En effet, cette dernière s'était récemment séparée de son mari, ce qui a alimenté les rumeurs selon lesquelles la jalousie l'aurait poussé à s'en prendre à Georgina, possiblement parce que Monsieur Moore avait fait le choix de rester avec son épouse. Lorsque Monsieur Moore fut interrogé, il a admis s'être rendu au domicile des parents de Madame Pay, Anne Leight, tout près de Ying, 2 ans avant que sa fille ne soit assassinée, mais a affirmé que c'était la seule fois qu'il y était allé, hormis le jour où on lui a demandé d'identifier le corps de sa fille. Cependant, des témoins ont affirmé avoir vu Monsieur Moore accompagner Madame Pay à la gare de Charing Cross dans la soirée du 28 janvier. Interrogé à ce sujet, Monsieur Moore a répondu qu'il avait bien raccompagné Madame Pay à la gare, mais il a insisté sur le fait qu'il n'avait compris qu'elle se rendait à Ying qu'après l'avoir vue acheter son billet. Il a ajouté que pendant le trajet jusqu'à la gare avec Madame Pay, elle avait principalement parlé de Georgina, lui demandant de la tenir informée de toute évolution concernant la disparition de l'enfant. Questionné sur les liens entre sa fille et Madame Pay, il a répondu que Georgina l'accompagnait fréquemment lors de ses promenades, et il était convaincu que si Georgina avait rencontré Madame Pay le jour de sa disparition, elle l'aurait probablement suivie n'importe où. Juste avant que Monsieur Moore ne quitte la barre des témoins, il a déclaré que Madame Pay avait toujours montré beaucoup d'intérêt pour le bien-être de sa fille et semblait préoccupée par son sort depuis sa disparition. 3 témoins ont parlé d'une femme qui, juste avant Noël, avait acheté une brique réfractaire identique à celle retrouvée avec le corps. Cependant, aucun n'a pu confirmer que la femme qui avait effectué cet achat était Madame Pay. Le mercredi 22 mars, l'enquête a pris fin. Le verdict fut que Madame Esther Pay était considérée comme responsable de la mort de Gina Moore, âgée de 7 ans, et serait renvoyée devant les assises pour y être jugée. Le procès s'est ouvert aux assises de Lewes, 26 avril, devant le juge baron Pollock. Madame Pay semblait très sereine, et lorsqu'on lui a demandé comment elle plaidait, elle a répondu « non coupable ». Malgré le fait que l'affaire ait été largement couverte par la presse, elle semblait susciter peu d'intérêt de la part du public. Et au début, le tribunal était presque vide. Cependant, dans l'après-midi, chaque siège de la tribune était occupé, et des gens attendaient dehors en espérant avoir une occasion de pouvoir assister aux délibérations. La plupart des témoins étaient les mêmes que lors de telle enquête, mais certains d'entre eux ont fourni des détails ou des perspectives supplémentaires n'avaient pas été révélés auparavant. Madame Elizabeth Moore a témoigné, a été noté qu'elle paraissait pâle et faible.
Elle a raconté comment l'accusé avait toujours été très gentil avec sa fille et l'emmenait acheter des jouets et des bonbons. Voix tremblante, elle a ajouté qu'après la disparition de Georgina, Madame Pay envoyait des lettres remplies d'inquiétude, se lamentant sans cesse sur la tristesse de la situation. Monsieur Edward Clark, représentant la défense, a expliqué à la cour comment Madame Pay, une femme mariée, respectable, convenable, de 35 ans, avait continué à vivre à Pimlico après la disparition de Georgina Moore et avait à de nombreuses occasions contacté la famille, exprimant sa sympathie et demandant s'il y avait quoi que ce soit qu'elle puisse faire pour aider. Il a poursuivi en disant qu'il démontrerait que cette affaire manquait des preuves circonstancielles typiques souvent invoquées dans les procès de cette nature. Il a dit au jury que pas un seul objet appartenant à l'enfant n'avait été retrouvé. Rien n'a été découvert sur Madame Pay, et aucun objet lui appartenant n'a été retrouvé sur l'enfant. L'accusation avait particulièrement insisté sur le fait que Madame Pay n'avait fourni aucun alibi concernant sa localisation le jour du meurtre, et Monsieur Pay, en tant qu'époux de l'accusé, n'a pas été contraint de témoigner. Une dame a relaté avoir aperçu une femme à la gare de Yalding aux environs du 21 décembre. Un autre témoin a déclaré avoir vu une femme accompagnée d'une jeune fille se promener dans Yalding durant cette même période. Étant donné que Yalding était un très petit village, tout le monde se connaissait, il semblait étrange que personne ne les ait reconnus. Pourtant, sur les 11 témoins qui furent appelés pour identifier Madame Pay, de manière stupéfiante, 9 d'entre eux n'ont pas pu l'identifier avec certitude. Fait encore plus marquant, 2 témoins ont en réalité identifié par erreur une autre personne comme étant la femme vue avec l'enfant à Yalding. Tout cela a jeté un doute sérieux sur la fiabilité des témoins. Madame Pay s'est avancée à la barre. Elle a regardé l'assemblée, dans le tribunal, puis a déclaré calmement « L'enfant a été tué par dépit envers Monsieur Moore, car il a très mal traité les femmes. J'en connais certaines qu'il a traitées bien pire que moi, et il m'a déjà assez malmené. Pourquoi ne les retrouvez-vous pas? C'est ainsi que vous pourriez vous engager sur la bonne voie. On ne peut mourir qu'une fois, et je ne mourrai pas en lâche. » Ces remarques audacieuses ont provoqué un murmure de choc et d'incrédulité à travers la salle d'audience. Dans l'atmosphère conservatrice des années 1880, des déclarations aussi directes et accusatrices de la part d'une femme étaient tout à fait inhabituelles et ont suscité un mélange d'indignation et de curiosité parmi les spectateurs. Le juge et le jury ont échangé des regards gênés, tentant de mesurer la gravité de ces accusations et l'audace avec laquelle elles avaient été prononcées. Maître Clark a souligné les preuves médicales, indiquant que le meurtre s'était probablement produit à Londres, dans les 2 ou 3 heures suivant le dernier repas de l'enfant, qui aurait eu lieu vers 12h30 le mardi 20 décembre 1881. Il a affirmé que le corps avait ensuite été transporté d'une manière ou d'une autre à Yalding. Il a ajouté que le comportement de Madame Pay après son arrestation était celui d'une personne innocente. Cependant, Maître Pollan, représentant l'accusation, a rejeté comme absurde l'idée que le meurtre ait eu lieu à Londres et que le corps ait ensuite été déplacé jusqu'à Yalding. Il a soutenu que, bien que les éléments de preuve pris individuellement puissent paraître incomplets, considérés dans leur ensemble, ils brossaient tableau accablant. Selon Maître Pollan, Madame Pay avait attiré l'enfant, loin de Pimlico, avant de commettre le meurtre à Yalding. Des preuves ont été présentées, montrant que Madame Pay avait été vue en conversation avec Georgina dans les rues de Westmoreland. Des témoins ont attesté avoir vu une femme avec un enfant dans les environs de Yalding le même soir. Bien que la défense ait mis en doute la fiabilité de ces témoignages, la pièce à conviction principale de l'accusation était un châle en dentelle noire, trouvé dans la rivière Medway, que des témoins prétendaient appartenir à Madame. Le châle a été présenté comme un lien crucial, suggérant une connexion directe entre Madame Pay et la scène du crime. Cependant, pendant le procès, cette preuve a fait l'objet d'un examen minutieux. Lors du contre-interrogatoire, la défense a présenté plusieurs châles en dentelle noire, similaires aux témoins qui avaient identifié le châle original comme étant celui de Madame Pay. La ressemblance entre ces châles était frappante, et tous les témoins ont hésité, incapables de distinguer le châle de l'accusation des autres. Cette révélation a jeté un doute considérable sur la fiabilité de leur témoignage. L'identification de ce dernier, Edward Clark,
L'avocat de la défense a immédiatement saisi cette occasion pour souligner le manque de certitude et la facilité avec laquelle un article aussi banal pouvait être confondu. Il a soutenu que le châle, loin d'être une pièce unique, n'était qu'un exemplaire parmi de nombreux autres articles similaires disponibles à l'époque. Cette stratégie a efficacement sapé les arguments de l'accusation, transformant ce qui semblait être une preuve capitale en un symbole de l'ambiguïté générale de l'affaire. La salle d'audience bruissait de murmures, alors que la preuve clé de l'accusation commençait à s'effriter, ce qui a contribué au sentiment de doute grandissant qui entourait la culpabilité de Madame P. Dans sa plaidoirie finale, Maître Clark, l'avocat de la défense, a insisté sur le fait qu'il incombait l'accusation de prouver la culpabilité de Madame P au-delà de tout doute raisonnable, ce que, selon lui, ils avaient totalement échoué à faire. Il a exhorté le jury à fonder sa décision uniquement sur les preuves présentées et à critiquer la tactique de l'accusation consistant à faire comparaître des témoins supplémentaires pour tenter de détourner l'attention de la question centrale. L'accusation avait-elle suffisamment prouvé les faits?